Monsieur le Président, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la bête noire du Parlement jeunesse du Québec, de la bête noire du PJQ, mais aussi celle un peu de tout le Québec en entier. Je voudrais vous parler de la partisanerie. Chez les citoyens, la partisanerie est souvent identifiée comme la cause du cynisme. On est plusieurs à être intrigués par la politique active, mais on ne voudrait pas vraiment se rabaisser à être partisan. Puis on respecte tous notre système démocratique, mais on a tous un peu plus de difficultés avec nos politiciens quand on les trouve trop épris de la ligne de parti. Ironiquement, c'est aussi la partisanerie qui a causé l'implosion de partis politiques dans les 2 dernières années. Au printemps 2011, 4 démissionnaires du Parti québécois ont dit publiquement que c'était à cause de la partisanerie qu'ils claquaient la porte. À la Ville de Montréal, c'est là encore plus loin. Après plusieurs démissions chez 2 des principaux partis, le nouveau maire de Montréal s'est fait élire après avoir fait campagne sous la bannière de l'indépendance de parti. Une fois élu, il s'est fait une fierté de mettre sur pied un comité exécutif qui était exempt de toute appartenance à un parti politique. Les dirigeants de Montréal sont donc tous en ce moment des indépendants. Pourtant, si on regarde notre histoire, c'est justement pour combattre la corruption et la malhonnêteté que les premiers partis politiques ont été fondés à Montréal. La Ligue d'action civique, qui a été le premier parti politique dans le monde municipal de notre métropole, voulait réintéresser les citoyens à la chose publique et épurer l'administration de la ville. En 1951, c'est les partis politiques qu'on présentait comme la panacée qui allait pouvoir assainir le monde politique, pas l'indépendance de parti. On avait l'impression qu'en rassemblant les gens qui partageaient des idées communes, on allait pouvoir réfléchir plus puis réfléchir mieux. C'était la logique du 2 têtes valent mieux qu'une. On pensait aussi qu'une structure comme un parti allait permettre de raviver l'intérêt envers l'implication citoyenne, qu'appartenir à un groupe politique serait beaucoup plus énergisant que de penser tout seul dans son salon. La donne a pas mal changé. Aujourd'hui, les partis politiques, c'est plutôt vu comme l'inverse. Ils sont souvent perçus comme une structure handicapante dans laquelle on perd un peu et parfois beaucoup de son indépendance d'esprit. Que l'intérêt de la structure doit passer avant celle des idées. Puis c'est pour ça qu'on voit des initiatives comme celle du nouveau maire de Montréal, Monsieur le Président. On a l'impression, à tort ou à raison, que ceux qui ont été libérés des chaînes des partis sont capables de plus d'indépendance, de plus de transparence, puis qu'un comité exécutif apartisan va redonner aux citoyens la confiance qu'ils avaient perdue dans leurs institutions. À 50 ans de décalage, on se retrouve donc avec 2 initiatives complètement opposées qui pourtant essayaient d'atteindre le même objectif. Transparence, intégrité, implication citoyenne. Ça a l'air ironique et contradictoire, mais je ne suis pas certaine que ce le soit vraiment. Je pense seulement qu'en 2012, on s'est mis à faire un amalgame entre partis politiques, partisanerie puis manque de sens critique. Pourtant, je n'ai pas l'impression que ce soit inévitable. Comme à l'époque de Jean Drapeau, je suis convaincue que les partis politiques peuvent servir le bien public. Quand on y pense, un parti politique, c'est une structure qui nous permet de réfléchir ensemble de manière organisée. C'est une plateforme dont les membres font l'usage qu'ils veulent. Mais ça, c'est assez facile à concéder. Là où le bas blesse vraiment aujourd'hui, je crois que c'est au niveau de la partisanerie. On la conçoit comme nécessairement aveuglante, ou du moins comme un concept qui réduit notre indépendance de pensée. La partisanerie s'opposerait aux intérêts des citoyens parce qu'elle viserait nécessairement à protéger et à promouvoir le parti avant tout. Pourtant, à mon avis, la partisanerie, ça poursuit également des objectifs démocratiques. Pendant tout le mandat d'un gouvernement, la ligne de parti peut prendre le rôle d'un chien de garde. D'un chien de garde du mandat qui est confié aux députés le jour d'une élection. Pendant toute la campagne, tous les candidats au pouvoir font la promotion de leur plateforme de leur parti. Puis c'est en fonction des idées qu'ils présentent que les électeurs, la députation, moi, vous, Monsieur le Président, faisons nos choix au moment du scrutin. Au moment du vote, il y a comme une promesse entre l'électeur et le candidat quant au fait que le député va s'efforcer de mettre en œuvre les idées qu'il a mises de l'avant pendant sa campagne électorale. Dans ce sens-là, l'appartenance à un parti politique, c'est comme une garantie. On s'assure que peu importe les idées personnelles d'un député, il va être forcé par la ligne de parti à défendre les idées pour lesquelles il s'est fait élire, qui ont été présentées par son parti. La ligne de parti, c'est donc aussi une ligne contraste entre la personne et sa fonction de député. C'est d'ailleurs l'importance de cette promesse entre l'électeur et le parti qui fait que les gens sont si mal à l'aise avec les transfuges. On se sent trahi parce qu'on a l'impression qu'on a élu un député pour un mandat A, puis que finalement, à cause de ses propres idées, il s'en va défendre un mandat Z. Puis dans ce contexte-là, la ligne de parti s'assure que les députés respectent la promesse qu'ils ont faite pendant la campagne, même si eux, personnellement, changent d'avis entre-temps. C'est ce qui m'amène à faire ma première conclusion, c'est-à-dire que la partisanerie n'est pas en soi un état d'esprit qui est fondamentalement mauvais. La ligne de parti peut aussi être un rempart important dans une démocratie représentative comme la nôtre. Malgré ça, Monsieur le Président, la partisanerie, elle a bien mauvaise presse. Au Parlement jeunesse, même notre slogan prône fièrement qu'on fait de la politique sans parti pris. Quand je tapais mon discours à l'ordinateur, même Word refusait de reconnaître le mot. Il mettait une ligne de zigzag rouge à chaque fois que je l'écrivais.
Sur mon cellulaire, le programme d'autocorrection le corrigeait par partie et ânerie. C'est vrai. Bien, j'ai fini par l'intégrer à mon dictionnaire, Monsieur le Président. Parce qu'en plus d'être utile sur le plan démocratique, la partisanerie, c'est pas juste une affaire de parti politique. On en fait aussi au Parlement jeunesse. La partisanerie, au sens large, c'est la défense d'une idéologie, quelle qu'elle soit. Dans les groupes environnementalistes, féministes, dans le mouvement étudiant, on était aussi partisans. C'est juste qu'on est partisans à l'extérieur d'un cadre de parti politique. Ma deuxième idée, Monsieur le Président, c'est que la partisanerie ne se limite pas aux formations politiques. La partisanerie, à mon avis, est présente dans n'importe quel type de militantisme social, culturel, politique. Puis, c'est une notion qui n'est pas intrinsèquement nuisible. La partisanerie peut aussi être saine sur le plan citoyen parce qu'elle implique qu'on s'engage à défendre une cause dans laquelle on croit. Il y a une ligne cependant. Il y a une ligne à partir de laquelle la partisanerie arrête d'alimenter le débat puis en diminue la qualité. Là où la partisanerie devient excessive, c'est à ce moment-là qu'on se met à l'utiliser de manière péjorative, c'est quand on se met à endosser des arguments qu'on trouve peu convaincants seulement parce qu'ils soutiennent notre propre position. C'est quand on perd notre sens critique parce qu'on croit tellement à une position qu'on va être prêt à prendre tous les arguments qui passent afin de la défendre. De la même manière, on va avoir tendance à percevoir ceux qui défendent la position inverse comme des adversaires, puis ceux qui sont d'accord avec nous comme des alliés. Quand on est dans cette optique, le fait d'avoir tort devient gênant ou humiliant. On a l'impression d'avoir perdu une bataille, d'être un peu moins bon que celui qui l'a gagnée. Puis ce type de partisanerie, Monsieur le Président, je crois que c'est la plus sournoise. Je pense que c'est la plus sournoise parce que c'est celle qu'on fait vraiment de bonne foi. C'est celle dans laquelle on s'enlise quand on tient vraiment sincèrement à la cause qu'on défend. Monsieur le Président, je vous invite à penser à une mesure du dernier budget, à votre position pendant la crise étudiante ou à une promesse d'un parti politique pendant la campagne. Je suis certaine qu'il y a eu au moins un moment où c'était un peu plus dur d'écouter les autres. Ce qui était le plus important n'était pas de comprendre la position de l'autre, mais seulement de le convaincre que la vôtre était meilleure. Puis c'est pas parce que vous étiez de mauvaise foi, Monsieur le Président, c'est seulement que vous étiez convaincu de votre position. Puis c'est difficile de ne pas tomber dans ce genre d'aveuglement. C'est difficile parce que, premièrement, on est convaincu qu'on a raison, puis deuxièmement, parce que c'est très peu valorisé de changer d'idée. Au contraire, on a tendance à admirer énormément les gens qui sont convaincus à 100 %. Le doute, c'est perçu comme une faiblesse. Changer d'idée, c'est encore pire, surtout sur le plan politique. Pensez aux attaques contre François Legault pendant le dernier débat des chefs ou envers Raymond Bachand dans la course à la chefferie du PLQ, ou un certain terme qui est banni de l'Assemblée nationale. On valorise vraiment très peu la remise en question. Puis, je crois que c'est aussi difficile parce qu'on s'identifie en tant que personne avec nos opinions. Notre identité se construit en fonction des idées auxquelles on s'associe. On va souvent partager les mêmes idées que celles de nos amis, notre milieu scolaire, notre milieu professionnel. Puis, dans la mesure où on conçoit la remise en question comme une faiblesse ou comme une menace, la partisanerie devient excessivement séduisante parce qu'elle permet de s'entourer des gens qui, justement, ne vont pas nous remettre en question pour la seule et bonne raison qu'ils partagent les mêmes idées que les nôtres. On a l'impression que changer d'idée, ça prend énormément de courage. Puis ce que le Parlement jeunesse m'a appris, Monsieur le Président, c'est pas que ça prend énormément de courage, c'est que ça prend juste une autre disposition d'esprit. Un des moments qui m'a le plus marqué pendant mon parcours au Parlement jeunesse a eu lieu pendant ma première année. Je connaissais pas beaucoup de monde, c'était à l'heure du souper, puis je faisais mon assiette au buffet. Puis il y a une participante, une ancienne, qui s'appelle Régine, qui est venue me parler. On s'était jamais parlé avant. Puis la raison pour laquelle elle venait me voir, c'était qu'elle avait remarqué qu'on avait souvent des positions opposées. Moi, je défendais A, elle défendait B, vice-versa. Donc, Régine est venue me voir. Puis pas pour débattre ou expliquer son point de vue, mais pour comprendre le mien. On a parlé rapidement à côté des viandes froides, on est allé s'asseoir, puis je pensais que l'interrogatoire était terminé, mais non. Elle est finalement venue s'asseoir à côté de moi, puis on a parlé pendant tout le souper. Une anecdote peut avoir l'air anodine en surface, mais je me souviens d'avoir été vraiment sincèrement déstabilisée par l'attitude de Régine. Quand on y pense, habituellement, le débat d'idées se fait dans un contexte adversarial. Un pour, un contre, un gagnant, un perdant. Même le terme est biaisé. On parle de débat d'idées, puis pas de partage ou d'échange d'idées. Pourtant, si j'avais eu à mettre un mot sur l'attitude de Régine ce soir-là, ça n'aurait pas été la combativité, l'animosité. C'était juste la curiosité. Elle voulait seulement comprendre. Puis aujourd'hui, ça a vraiment l'air d'un conte de fées entre filles, Monsieur le Président, mais je vous jure que c'est vrai, vous le savez. Régine et moi, on est rendus de très bonnes amies. Pourtant, encore maintenant, on a encore des opinions différentes sur énormément de sujets. On défend encore des idéologies qui ne sont pas toujours compatibles. On est encore partisans de nos valeurs, Monsieur le Président. La troisième idée que je veux souligner, c'est qu'il y a moyen d'être partisan sans avoir de parti pris. Qu'il y a moyen d'être militant, de se dévouer à des causes, puis d'avoir des opinions sans s'enliser dans le type de partisanerie qui est la cause de notre cynisme au Québec. L'important, j'ai l'impression que c'est d'avoir la rigueur d'esprit d'être aussi critique par rapport à ses propres idées qu'à celles des autres.
puis à concevoir l'autre, pas en fonction d'une conception alliée-adversaire, mais de le percevoir comme quelqu'un qui emprunte simplement d'autres moyens pour atteindre le même objectif. De ne pas prendre un débat comme une compétition, mais comme un travail d'équipe où on s'entraide tous un peu. Puis une fois qu'on s'est assuré qu'on propose des idées parce qu'elles sont réellement convaincantes, puis une fois qu'on a vraiment cherché à comprendre ce que l'autre cherche à faire, je pense que c'est à ce moment-là qu'on peut être partisan de manière saine. Ironiquement, Monsieur le Président, je pense que c'est au Parlement jeunesse qu'on apprend à faire de la politique partisane sans parti pris. C'est parce qu'on cultive la curiosité et l'écoute de l'autre, parce qu'on demande à être convaincu plutôt qu'à convaincre. Parce que les meilleures interventions ne sont pas les réponses qu'on donne, mais sont réellement les questions qu'on pose. Au risque d'avoir l'air un peu ésotérique, le Parlement jeunesse, pour moi, c'est comme un exercice d'empathie intellectuelle collectif. On se met pendant 5 jours dans la tête de 103 autres personnes. Puis la raison pour laquelle je continue de m'impliquer au Parlement jeunesse, c'est que je suis convaincue que c'est vraiment en développant cette disposition d'esprit qu'on parvient à être un meilleur citoyen, puis à être un meilleur partisan. J'invite toute la députation à poser des questions, à se remettre en perspective, à se faire le cadeau de changer d'idée. Je vous jure, Monsieur le Président, on ne s'en lasse pas vraiment. Je vous souhaite une excellente simulation.